Bonjour à toutes et tous. Chers collègues, nous reprenons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête en l'absence de notre rapporteur qui nous a prié de bien vouloir excuser son absence exceptionnelle cette semaine. En nous penchant à nouveau sur la souveraineté numérique, la domination exercée par certaines entreprises étrangères soumises à des législations extraterritoriales et les alternatives françaises et européennes qui peuvent exister. Au fil de nos auditions, nous avons entendu des discours résignés de la part d'opérateurs de l'État, notamment dans l'enseignement supérieur, qui semblent considérer qu'il est vain de chercher à se sevrer de la dépendance aux solutions proposées par quelques opérateurs nationaux qui s'est développée. Alors, on peut noter malgré tout, et nous en avons encore eu l'illustration hier, la volonté aussi de beaucoup d'entre eux de vouloir participer directement ou indirectement à l'émergence de solutions alternatives. Dans le même temps, donc, une prise de conscience croissante des risques que cette dépendance fait peser ce produit sur le plan commercial tout d'abord, puisque ces entreprises peuvent imposer leurs tarifs à leurs clients publics qui ne bénéficient d'aucune marge de négociation, mais aussi sur le plan industriel, puisque les solutions concurrentes françaises ou européennes ne parviennent pas à émerger. La question de la sécurisation des données hébergées sur les solutions de cloud des principaux opérateurs américains se pose également, puisque ces entreprises sont soumises aux lois extraterritoriales américaines. Et je me tourne vers notre collègue Catherine Morin-Desailly, dont c'est l'un des chevaux de bataille, Patriot Act, FISA Act et Cloud Act, qui permettent sous certaines conditions à l'administration américaine d'accéder à des données sans en informer leurs propriétaires. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 acteurs qui travaillent au quotidien à corriger cette situation. Maître Laurent Bidault, avocat spécialisé en matière de protection des données personnelles et de son articulation avec le droit de la commande publique. Monsieur Thomas Balladur, président directeur général d'Interstice, entreprise qui développe des outils de bureautique souverain. Madame Emmanuelle Hertel, directrice générale de Tessie Innovation and Trust, structure dédiée à l'innovation d'une importante entreprise de services numériques française, même si le nom, évidemment, a une consonance internationale. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton de vos micros, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci à vous. Votre témoignage nous sera très utile pour caractériser la dépendance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, confronter les idées reçues sur la question et mieux évaluer le risque qui pèse sur les données des personnes publiques à l'heure actuelle. Certaines des personnes que nous avons entendues ont estimé que ce risque était très limité dès lors que des mesures comme le cryptage des données ou leur anonymisation étaient adoptées. Confirmez-vous cette analyse ? Nous sommes pour notre part convaincus que la commande publique doit être un outil de promotion des acteurs innovants français et européens, non pas dans une logique simplement de protectionnisme, mais au contraire dans une approche d'amorçage afin de leur permettre d'atteindre une taille critique et de démontrer la fiabilité de leurs produits. Partagez-vous notre point de vue ? Estimez-vous que les acheteurs publics ont aujourd'hui suffisamment été sensibilisés au sujet du rôle qu'ils ont à jouer en la matière ? L'accoutumance aux logiciels et services des GAFAM est souvent justifiée par l'absence d'alternatives développées et exploitées dans un cadre souverain, offrant des fonctionnalités ou des performances équivalentes. Comment cette idée est-elle venue s'enraciner alors que de nombreux outils existent ou sont en cours de développement ? Y a-t-il vraiment des domaines où ces alternatives n'existent pas ? Quel regard portez-vous sur celles qui apparaissent encore frileuses, prises par l'État pour y remédier ? Enfin, le cadre juridique de la commande publique va être amené à évoluer prochainement avec la révision des directives européennes, processus qui a été engagé par la Commission européenne que nous avons rencontré le 12 mai dernier. Comment jugez-vous la réglementation actuelle et ces outils destinés à soutenir l'innovation ? Quelles modifications pourriez-vous préconiser en la matière ? Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes chacun maximum. Ensuite, nos collègues membres de la commission d'enquête vous interrogeront et nous aurons l'occasion de revenir peut-être de façon plus précise sur
les sujets importants du moment. Je vous remercie. Maître, pour débuter. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Écoutez, je voulais vous... Je suis heureux de pouvoir intervenir dans cette commission puisque, en tant que praticien quotidien de la commande publique et des interactions que peut avoir la commande publique avec l'innovation, je suis, bien avant d'avoir été convoqué à cette audition, je suivais avec attention les travaux de votre commission et les différentes auditions, puisque de nombreuses problématiques et sujets qui sont soulevés et qui sont évoqués dans cette commission, notamment l'accès des entreprises innovantes à la commande publique, font partie, on va dire, d'une certaine façon de notre quotidien. De ce point de vue-là, je voulais rappeler un petit peu simplement un peu l'histoire de notre cabinet et comment on a construit notre pratique, parce que ça rejoint un petit peu les problématiques que vous avez pu mettre en lumière concernant à la fois des entreprises qui n'accèdent pas ou qui ne peuvent pas ou accéder difficilement à la commande publique, et de l'autre, des acheteurs publics qui sont plutôt réticents à faire appel à des solutions innovantes. Quand on a... alors moi, je pratique le droit de la commande publique depuis une quinzaine d'années, et quand on a créé le cabinet il y a 5 ou 6 ans, c'était juste après la publication du fameux décret Villani avec le marché innovant, qui est aujourd'hui concrétisé dans le Code de la commande publique. Et jeune cabinet, on s'est adressé aux jeunes entreprises qui étaient les startups innovantes en leur signalant, en leur fléchant ce dispositif, puisque on faisait le constat que on avait un nombre important d'entreprises innovantes qui avaient des solutions qui pouvaient servir l'intérêt général au sens large, mais qui n'arrivaient pas à concrétiser les solutions par de la commande publique, sauf à faire partie de groupements ou être sous-traitant d'un grand groupe. Donc la première porte à laquelle on a frappé, c'est les incubateurs de start-up. Alors les incubateurs, c'est assez particulier parce qu'ils sont en majorité financés par les acteurs publics, et notre surprise a été à la hauteur de leur financement, c'est qu'ils ignoraient tous les dispositifs liés à la commande publique et encore plus à la commande publique innovante. Donc ça n'a pas manqué de nous interpeller en disant finalement on crée un dispositif qui sert aux entreprises innovantes et les structures d'accompagnement des entreprises innovantes n'ont pas connaissance de ce dispositif. Alors je parle au passé parce que finalement en fait depuis 5 ou 6 ans les choses quand même ont évolué, notamment avec les différents travaux de la DAJ, mais c'était un peu le constat initial. On est allé voir après des acheteurs publics et eux-mêmes n'avaient pas forcément connaissance de ce dispositif, ou lorsqu'ils en avaient connaissance, en fait ils avaient une certaine crainte à l'utiliser, parce que c'était pas encore dans le Code de la commande publique, parce que finalement l'innovation on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est une définition suffisamment large, donc certains s'en sont saisis en se disant la définition d'innovation c'est large, donc on peut faire plein de choses. Vous avez des collectivités territoriales qui sont à la pointe sur l'usage de ce dispositif, et aujourd'hui sur l'innovation dans la commande publique. Je pense comme ça à Bordeaux Métropole qui a véritablement rentré dans sa politique d'achat à l'innovation, mais voilà, ça ne va pas de soi au niveau des acteurs publics de faire appel à des solutions qui sortent, on va dire, du cadre commun. Et je fais le parallèle avec votre propos introductif sur la dépendance aux GAFAM, parce que, à mon sens, c'est un petit peu le sujet. C'est-à-dire que les acheteurs publics, leur souci principal, et ça se comprend parfaitement, c'est d'assurer la continuité du service public, le bon usage des deniers publics, et donc quand il y a une solution qui marche, quand on a une administration qui est habituée à des logiciels, et en plus ils sont très bien faits ces logiciels, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le pied dans la suite Office, une fois qu'on a mis le pied dans Apple, c'est difficile quand le téléphone, la boîte mail, l'ordinateur, le cloud, tout concorde. Donc voilà, il y a ces éléments-là qui sont à prendre en compte, parce qu'à un moment, l'acheteur public, il se dit, bon, je vais changer, mais le changement a un coût. Ça va être un coût en termes d'organisation, ça va être un coût en termes financiers, puisque potentiellement, il va falloir évoluer. Et puis, moi, je vise la sécurité, donc je ne vais surtout pas modifier mon cahier des charges. Et finalement, avec des cahiers des charges très normés et des commandes qui sont répétitifs d'une certaine façon, c'est toujours les mêmes qui obtiennent les commandes. Et donc, il n'y a pas de place à l'innovation. Je cite l'exemple des GAFAM parce qu'on en parle ici, mais on peut l'appliquer pour
tout un tas de secteurs, puisque l'innovation, elle n'est pas forcément numérique, hein, elle se traduit également, ça peut être des matériaux de chantier, ça peut être... bon, donc ça, c'est... il y a ce sujet-là au niveau des acheteurs publics qui se comprend. Les choses ont bougé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de colloques, de formations qui ont été organisées. Vous avez des guides, vous avez le programme France 2030, et donc vous avez quand même tout un mécanisme d'accompagnement vis-à-vis des acheteurs publics et vis-à-vis des entreprises innovantes pour que, quelque part, ces deux mondes qui s'ignorent se rejoignent et qu'on sorte un peu d'une logique où, et vous l'avez souligné dans vos travaux et dans les auditions, dans une logique où finalement l'accompagnement des startups, il est avant tout financier, il est avant tout peut-être d'un point de vue opérationnel, mais ça ne se traduit pas dans de la commande. Dans la pratique, j'observe que l'aspect qui me semble le plus important vis-à-vis de ces sujets d'innovation et du numérique et de la cybersécurité, c'est la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agents au sens large qui n'ont pas recours à certaines solutions, qui n'ont pas recours à certains montages contractuels, qui ne sont pas sensibilisés à certains enjeux de la cybersécurité par ignorance, hein, sans être péjoratif, mais parce que une collectivité, ça gère un certain, vous ne l'ignorez pas, plein d'autres sujets que ceux-ci. Donc c'est le premier verrou. Et moi, je le vois dans ma pratique, les collectivités, elles sont très sensibles à cet aspect formation, elles sont très sensibles au retour d'expérience. Quand on voit que ça marche chez le voisin, que le voisin a pu travailler avec une start-up innovante, en plus implantée localement, et que ça a amélioré le service pour les usagers, et en plus ça a soutenu un acteur local, forcément, on a envie de faire pareil. Et ça, on manque encore aujourd'hui, je trouve, de formation sur ce point-là, surtout sur des sujets d'innovation, où on a traditionnellement une administration qui, quelque part, est plutôt rétif au risque. Et l'innovation, c'est risqué. L'innovation, quand on se lance dans un processus de R&D, forcément, il n'est pas certain que ça aboutisse sur une solution. Et donc, au regard des enjeux et des objectifs de la commande publique, que sont ceux que j'ai rappelés, la continuité du service public, le bon usage des deniers publics, on a forcément des acheteurs qui sont plutôt réticents pour y aller. Moi, mon point de vue sur la situation, c'est que pourtant les outils existent aujourd'hui pour favoriser les entreprises innovantes. On parle beaucoup effectivement de simplification, d'introduire des nouveaux dispositifs, de relever le seuil des marchés innovants. Moi, les acheteurs que je rencontre, le sujet, c'est pas parce que ils n'ont pas recours au marché innovant parce que le marché innovant est limité à 100 000 euros. Certains, oui, mais c'est parce que quand on a acheté un logiciel pour 100 000 euros, comment on fait pour la suite? Est-ce qu'on renouvelle le contrat? Non, parce que si on renouvelle le contrat, en agrégeant les valeurs successives du marché, on est sur un marché qui est au-dessus des seuils. Donc, c'est plutôt là le sujet. C'est d'avoir peut-être un contrat plus englobant qui couvre un peu une relation d'un peu plus long terme, qui couvre à la fois la recherche et développement et à la fois l'acquisition d'une solution. Et j'y reviendrai parce que ce mécanisme existe dans la commande publique. Mais déjà, pour moi, il y a un aspect qui est important. Il y a un aspect qui est important dans la commande publique et qui pourrait être parfaitement utilisé dans les marchés classiques. Et je pense que mes deux co-intervenants ne me contrediront pas. C'est qu'aujourd'hui, l'acheteur public, quand il passe un achat, il est gouverné par certains principes, notamment le principe de non-discrimination, de liberté d'accès à la commande publique. Et donc, il ne peut pas discriminer un acteur, notamment un acteur américain, par exemple, pour ne pas les nommer. En revanche, rien ne l'empêche de préciser dans son marché, de prévoir des critères, de prévoir des prescriptions, parce qu'elles sont justifiées et proportionnées par rapport à son besoin, qui, de facto, d'une certaine façon, vont exclure des acteurs. Par exemple, un acheteur français qui veut une solution de cloud souverain, rien ne fait obstacle à ce que, dans les critères, il exige par exemple la qualification Cinem Cloud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où exiger cette certification est justifié par l'objet du marché et que l'exigence est proportionnée par rapport aux prestations qu'il va demander dans ce contrat, en fait, il peut, entre guillemets,
je ne dirais pas favoriser, mais choisir des solutions qui répondent à son besoin, qui sont certifiées, qui ont la certification ou un équivalent, et qui répondent à son besoin. Donc, de ce point de vue-là, et je cite cet exemple parce que j'étais assez attentif c'était notamment l'intervention des représentants d'Exatrust. J'ai trouvé leurs interventions très, très intéressantes sur le sujet. En fait, aujourd'hui, si on veut imposer des normes, imposer des certifications, eh ben on a les outils, à mon sens. On a les outils, encore faut-il les utiliser. Ça nécessite un travail de rédaction, de proportionnalité dans le choix des critères, mais ils existent. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, à mon avis, l'aspect important dans les marchés publics classiques. Et ensuite, on a à côté de ça un certain nombre de montages contractuels dans la commande publique qui sont dédiés à l'innovation. Alors, je vous le ferai suivre. Je me suis permis, j'y ai pensé avant de partir, un schéma qu'on a pu réaliser au cabinet qui suit en fait, je vous le ferai passer naturellement, qui suit en fait le schéma TRL, c'est-à-dire le schéma de développement, enfin les différentes étapes d'une innovation, de l'invention à l'acquisition de la solution. Et en fait, ce schéma qu'on n'a pas inventé montre que pour chaque étape du développement d'une innovation, il existe aujourd'hui un contrat dans la commande publique. Votre sujet, c'est d'avoir des prestations de recherche et développement. Vous avez au Code de la commande publique un marché de recherche et développement. Je vais même plus loin, ce marché de recherche et développement, dans certaines hypothèses, il n'est pas soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence. Vous avez également le marché innovant, dont vous avez largement parlé, où vous pouvez acquérir directement des solutions auprès d'un opérateur parce que la solution est innovante. Et enfin, on a un montage, et je trouve que son usage est un peu, il est sous-estimé et donc sous-utilisé, c'est le partenariat d'innovation. Le partenariat d'innovation, c'est quand même d'origine européenne, c'est le seul contrat de la commande publique où on achète quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que dans ce contrat qui est purement collaboratif, en plus, on parlait beaucoup dans vos différentes auditions de la collaboration que peut avoir le privé et le public, mais dans une relation, on va dire, contractuelle enfermée, c'est-à-dire les droits du public sont préservés, les droits du privé aussi. Le partenariat d'innovation, ça permet dans un même contrat d'avoir à la fois une phase de recherche et développement qui est menée en collaboration entre le public et le privé, et ensuite, à l'issue de la phase de recherche et développement, l'acquisition de la solution. C'est-à-dire que vous pouvez vous développer conjointement une solution avec votre partenaire, sélectionner à l'issue d'une procédure de publicité de mise en concurrence, donc avant la R&D. On peut même sélectionner plusieurs partenaires pour avoir une forme d'émulation entre les partenaires. Et à l'issue de ce partenariat, quand vous avez une solution qui émerge, qui répond à votre besoin et aux prescriptions du marché, vous pouvez l'acquérir directement. Ça va même plus loin. En fonction de ce que vous définissez au contrat, et ça s'est vu par des exemples pratiques que je pourrais vous faire suivre, vous avez des cas où l'acheteur public, en fait, il a une solution qui répond parfaitement à ses besoins, avec qui il a pu travailler avec l'expertise du privé, et le privé, avec le soutien de l'expertise du public, du retour d'expérience, il a pu développer une solution qui va pouvoir proposer potentiellement à d'autres opérateurs privés. Et ça va même plus loin dans certains marchés, je vous précise. Vous avez même un intéressement de la personne publique au chiffre d'affaires que pourrait réaliser le partenaire privé sur la commercialisation de la solution qui en est issue. Moi, je trouve que ce contrat, il répond à beaucoup de contraintes qui peuvent exister aujourd'hui. Il est sous-estimé pour deux raisons principalement. Premièrement, qui ne me semblent pas forcément justifiées. Les acheteurs imaginent que c'est forcément un contrat qui est lié à des gros projets. C'est pas vrai. Nous, on l'a vu pour des matériaux de chantier biosourcés. Donc, on n'est pas en train de renouveler le cloud de l'État. C'est pas plus compliqué qu'un dialogue compétitif. C'est pas plus compliqué que certaines procédures négociées. C'est pas plus compliqué, si on reste dans le domaine numérique, que des marchés de conception et d'acquisition d'un logiciel. Voilà. Le dernier point, le dernier obstacle, à chaque fois qui est un petit peu identifié, c'est le manque de compétences que peut ressentir l'acheteur public pour être d'égal à égal dans le partenariat avec l'opérateur privé. Là-dessus, moi, j'ai quand même le sentiment que, par exemple, sur une opération de construction complexe, l'acheteur public, quand même, sait s'entourer de maîtres d'œuvre, d'AMO-technique, d'un économiste pour travailler parce que, justement, il n'a pas la compétence. Et je pense que le raisonnement qui, aujourd'hui,
admis dans des marchés de construction pourrait parfaitement l'être sur des marchés qui portent sur des sujets numériques. Donc, une des pistes, ce serait peut-être de faire un peu plus connaître ce partenariat d'innovation. Je pense que j'ai pris déjà pas mal de temps. J'en ai une autre et on en parlera à votre disposition pour discuter. Merci, maître. C'est long, 10 minutes. Je sais pas. Madame Hertel? Je ne sais pas si je vais réussir à être aussi longue. Mais je vais en tout cas essayer d'expliquer. Ouais, c'est les avocats, c'est ça. Je ne suis pas avocate et je ne fais pas de politique. Donc effectivement, je suis Emmanuelle Hertel. Ça a été rigolo parce que vous avez introduit en disant, vous avez hésité, vous avez dit Tessie, puis après il y avait innovation, puis vous vous êtes repris Innovation and Trust. Vous savez pourquoi on s'appelle Innovation and Trust? Parce qu'il fallait faire américain. On était trop français. C'est quand même assez classique. C'est-à-dire qu'un des éléments pour pouvoir séduire, c'est de pouvoir avoir un nom qui parle plutôt avec une consonance anglophone. Je vais juste, avant de démarrer, vous parler un tout petit peu de Tessie parce que ça va vous repositionner pourquoi on est autour de la table. Tessie, c'est un acteur français, européen. C'est 15 000 collaborateurs. C'est un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires et c'est une entreprise grenobloise que vous ne connaissez pas. Et pourtant, vous avez eu Tessie dans votre poche tous les jours pendant la période Covid. C'est nous qui générions les codes barres, les fameux petits QR codes que vous aviez pour les passes sanitaires. C'est 620 millions de passes sanitaires générées. Donc vous aviez Tessie dans votre poche tous les jours. Là, c'était de la commande publique. Mais bizarrement, ça n'a pas été une vraie commande. On était dans la crise, il a fallu agir. Et on a travaillé ensemble. Il n'y a pas eu d'acteur américain, personne n'a réussi à rentrer. Et c'est un point important parce qu'en fait, dans Tessie, dans cette société qui est spécialisée dans l'outsourcing, donc dans l'externalisation des processus métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous pensez parler à votre banque, en fait, vous parlez des opérateurs de Tessie. Quand vous perdez vos bagages chez Air France ou Transavia, en fait, vous parlez à Tessie, vous ne le savez pas. Et en fait, on est dans votre quotidien. Et dans mon métier à moi, au sein d'Innovation and Trust, mon métier, c'est de faire de l'édition de logiciels. Je développe des logiciels en cloud, privé, dans mon cloud. 6 data centers gérés par nous. Et la particularité, c'est quand tout à l'heure vous posiez une question en disant « mais crypter les données, ça suffit ?» Ben non, parce qu'en fait, techniquement, il y a ce qu'on appelle les rocades. Et les rocades, elles appartiennent au data center. Elles n'appartiennent pas à celui qui a les data. Donc vous faites juste prendre la rocade et c'est terminé, tout le monde a tout en clair. Donc en fait, à chaque sujet, il y a plein de sécurité, mais en fait, on est tous confrontés à des difficultés. Et mon métier, c'est de diriger des développeurs, de diriger des techniciens. J'en ai 750 dans 3 pays. Et tous les métiers que j'adresse sont normés. Alors, je fais de l'archivage à valeur probatoire. Donc j'ai la norme NF 461. On parlait du SNC tout à l'heure, le Secnum Cloud, c'est est-ce que je dois y aller ou pas pour pouvoir répondre à la commande publique. Mais je suis certifiée par l'ANSSI, je suis EDAS, RGS. Je crois que j'ai un nombre de certifications. Chaque fois que je fais un produit, je suis certifiée de quelque part. Le Secnum Cloud, t'en parlais tout à l'heure, nous, on a fait le choix d'arrêter. Trop cher et pas de demande. Donc ça ne sert à rien, en fait. Économiquement, on n'y avait pas de marché. Mais comme on a eu avant, on passait par l'État pour l'identification à distance qu'on appelle le PVID. Pareil, on dit est-ce qu'on protège la commande publique en mettant des normes? Ces normes coûtent très cher à les passer. Et de toute manière, nos clients s'en moquent. Alors moi, je ne fais pas de politique, je n'ai pas de rondeur dans mes propos. Mais ils s'en moquent, il n'y a pas de business. Or, mon objectif à moi, c'est de faire du chiffre d'affaires et d'embaucher des gens et de grandir. Eh bien, Secnum Cloud, non. PVID, non. Parce que trop cher et pas de demande. Juste petite question annexe. Vous évoquiez votre implantation dans 3 pays. Oui. France, Espagne et le Maroc. D'accord. Et Maroc, parce que c'est l'offshore. Vous voyez, on est en offshore. Pour pouvoir s'assurer de la sécurité, on a passé ce qu'on appelle le BCR, validation par la CNIL, de nous autoriser à faire sortir les flux hors de France. On a été repasser une norme. Mais mes compétiteurs, ils n'ont pas toutes ces normes. Ça leur coûte rien, en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en réalité, moi, je suis ravie d'être là pour échanger avec vous. Parce que la commande publique, c'est pas que les GAFAM, c'est aussi l'IA.
aujourd'hui. Et je crains, moi, les GAFAM à date, qui sont quand même un peu rentrés dans certaines normes européennes versus l'IA qui sont contre-moques. Et aujourd'hui, ça devient un vrai sujet. Et pas que dans la commande publique, dans le déploiement de ces technologies autour des marchés, quels qu'ils soient. Et puis, c'est aussi cette façon de pouvoir Alors, le mot protéger, je sais qu'il est tabou parce qu'on sous-entend protectionnisme. Mais en réalité, tous nos compétiteurs, si on revient sur les acteurs américains, grandissent grâce à la commande publique américaine. Tous, sans exception. Et ils payent leur R&D comme cela. Nous, aujourd'hui, la R&D, on se la paye tout seul. Et sur mon activité à moi, je parlais d'archivage à valeur probatoire aujourd'hui, 80% de mes clients viennent du marché public. Mais le point, c'est on a ce point qu'on ne peut pas grandir parce qu'on n'a pas l'argent. Et puis, on a un vrai sujet de souveraineté, c'est qu'à force de confier ces datas à des puissances étrangères, ces datas ne vous appartiennent plus. Et il y a un manque, tu parlais de formation tout à l'heure, il y a un manque de culture et d'acculturation. Je l'entends tous les jours, je suppose que Thomas, c'est pareil, sur c'est hébergé en France ou c'est hébergé en Europe. Ben oui, mais en fait, ton hébergeur, il s'appelle Azure, il n'est pas français. Et on vous dit, mais c'est pas grave. Ben non, en fait, si, c'est grave. Et regarde bien, alors on parlait de la suite Office, c'est super, ça marche H24. Il n'y a personne qui fait du support en France au prix de la France pour être H24. On fait ce qu'on appelle suivre le soleil. Donc les gars, ils sont en Inde. Ils sont ailleurs. Et ils ont bien accès aux data. Donc tout ça est extrêmement dangereux. Et au-delà de vouloir être protégé, c'est comment on peut acculturer et comment la commande publique peut venir travailler à financer la R&D finalement. Et c'est fondamental. Et, et sans aucune provocation de ma part, quand aujourd'hui l'État français se dit c'est super, il y a 20 milliards qui vont arriver de financement pour nous aider à faire de l'innovation, ils viennent d'où les fonds ? Ben, ils viennent d'Arabie Saoudite. À quel moment il y a un truc qu'on n'a pas compris en fait ? Et donc tout ça, ben, quand on est un acteur basé à Grenoble, avec une antenne à Boulogne, mais basé à Grenoble, avec 15 000 collaborateurs, que notre métier, c'est de faire grandir, de mettre de la technologie, parce qu'on est challengé par l'ensemble de nos clients, et que la commande publique n'aide pas à financer, et qu'elle-même peine à prouver ses propres financements, puisqu'elle va chercher des financements à l'étranger, eh bien, on est sur un système qui n'est pas vertueux. Ça, c'est une évidence. Et puis ensuite, il y a comment... au travers de cette prise de conscience, on peut soit effectivement protéger, mais remettre des normes, et encore des normes. Mais n'allons pas jusqu'aux États-Unis. Les Européens ne respectent pas eux-mêmes les propres normes. C'est-à-dire qu'on a des normes franco-françaises, le SNC, qui n'est pas la même norme en Allemagne et qui n'est pas la même norme en Espagne. Donc selon là où je développe, et là où je veux grandir, et ne pas grandir que sur le marché français, bien très vite, je suis bloquée, parce que chacun n'a pas uniformisé. Donc à quand une belle fédération européenne qui nous aiderait à pouvoir grandir. Parce que dans la commande publique, il y a la commande locale et il y a tous les marchés européens auxquels on peut prétendre également aller répondre et sur lesquels eh bien, on y retrouve à nouveau des acteurs de pays étrangers qui ne sont pas des pays européens ou des pays européens qui ont des normes plus faibles que les nôtres. Et d'un coup, nous, on a obligatoirement un coût qui est supérieur. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose et qu'on contraint à produire autrement pour tenter de protéger la réponse à la commande publique, on rajoute des coûts sur lesquels on n'arrive plus à être compétitif. Et tout à l'heure, quand vous disiez quel pays, le Maroc ou l'Espagne, c'est parce que les coûts sont moins chers qu'en France. Et donc c'est aussi comment économiquement, nous, et je suppose que Thomas, t'as pareil dans ta stratégie aujourd'hui d'évolution, c'est que comment la commande publique peut aider eh bien, à nous financer et à nous faire travailler. Et après, tout le reste, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Merci. Monsieur Balladur. C'est mieux comme ça. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, déjà, je voulais vous remercier parce que vous me donnez l'occasion de vérifier que je rentre encore dans mon costume de mariage. Et ça fait 10 ans.
Blague à part, je suis très honoré de représenter ici l'entreprise Interstice, que j'ai cofondée il y a plus de 10 ans et que je dirige. Donc Interstice, c'est un éditeur de solutions collaboratives en ligne, donc cloud, avec une conviction simple: le numérique professionnel, il doit être à la fois simple, sécurisé et souverain. Et ça fait vraiment 10 ans qu'on porte ça. Donc c'est une entreprise française, implantée au Creusot, donc en Saône-et-Loire, avec des antennes à Nantes, à Montpellier et à Paris. On emploie aujourd'hui, alors c'est plus modeste, on n'emploie que 70 personnes. Et on accompagne à peu près 1400 clients, principalement dans le secteur public, avec un peu plus de 700 000 utilisateurs de nos solutions aujourd'hui. Donc notre cœur de métier, c'est la collaboration. Donc c'est, pour faire simple, tout ce qui est autour des documents, ce qui est autour de la messagerie, des tâches, des projets, du stockage cloud. Mais ce qui m'anime aujourd'hui plus que tout, c'est le projet Hexagone. Alors on n'a pas choisi un nom anglais pour faire après un nom bien français. Alors Hexagone, c'est quoi? Hexagone, c'est une suite collaborative et bureautique complète, souveraine, hébergée en Secnum Cloud. On continue à y croire un peu, nous. Conçue pour être une alternative crédible à Microsoft Office 365. Donc, elle est développée par un consortium d'industriels rassemblant 6 éditeurs. Interstice, donc je suis, en tant que chef de file, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, mais aussi Bluemine, XWiki, Parsec, Linphone et Tranquillité. Que des entreprises françaises qui s'appuient sur un cloud provider français, Outscale. C'est des PME qui sont réparties dans les territoires, qui créent des emplois, paient leur impôt en France et travaillent ensemble depuis 2 ans dans une logique industrielle. Ensemble, on a fait ce que beaucoup pensaient impossible, c'est-à-dire une suite collaborative française qui couvre l'ensemble du périmètre Office 365, disponible aujourd'hui, commercialisé depuis janvier et qui est déjà déployé dans des collectivités. Hexagone, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une ambition, c'est une réalité. Et elle est portée par une dynamique entrepreneuriale forte et un socle technologique robuste qui s'appuie sur ces boîtes qui existent depuis plus de 10 ans aussi. Et donc c'est en tant que chef de file de ce consortium et acteur de terrain que je m'adresse aujourd'hui à vous. Donc le sujet qui nous réunit, c'est bien sûr celui de la souveraineté numérique et puis en particulier la place que la commande publique peut prendre dans cette bataille. Donc on va être clair, mais je pense qu'en ayant aussi visionné les vidéos précédentes, vous en avez bien conscience, la France est dépendante des GAFAM dans la plupart de ses outils numériques structurants. Ce n'est pas une fatalité technologique, mais c'est bien la conséquence de choix politiques, d'habitudes ancrées et d'un certain confort intellectuel. Je voudrais développer ces 3 freins majeurs qui empêchent aujourd'hui la commande publique de jouer son rôle de levier. D'abord, l'habitude. Acheter Microsoft, c'est devenu le choix par défaut, sans même passer une évaluation, les véritables alternatives. Les acheteurs, les responsables informatiques, les prestataires, les ESN nationales, vous avez parlé plusieurs fois, évoqué Capgemini, Soprasteria, mais aussi celles qui font le numérique dans les territoires. Vous savez, les anciens vendeurs d'imprimantes qui se sont convertis dans le numérique et qui aujourd'hui, pareil, sont des revendeurs dans les collectivités les plus petites de ces solutions Microsoft. Ces acteurs-là, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils n'ont pas le mandat et parfois pas l'envie de faire autrement. Et il faut vraiment faire sauter cette barrière mentale. Deuxième point, il y a le discours d'absence d'alternative. C'est encore trop souvent admis dans certaines sphères administratives que les solutions françaises n'existent pas ou alors ne sont pas au niveau. C'est faux. Hexagone en est la démonstration. Ce discours d'absence d'alternative, il est souvent alimenté par une ambiguïté dans la posture, notamment dans certains grands établissements, publics ou grandes institutions, qui expliquent que choisir Microsoft, on le fait pour des raisons de sécurité, tout en affirmant que les données qu'ils hébergent ne sont pas sensibles. Ah, il va falloir m'expliquer la logique. Pourquoi avoir recours à des solutions cloud soumises au droit extraterritorial américain, avec des niveaux de sécurité qu'on veut très élevés, si les données en question ne sont pas sensibles? Le raisonnement ne tient pas pour moi. Il masque en réalité un refus de donner à la souveraineté numérique sa juste place
dans la matrice des choix des systèmes d'information. Je pense que c'est ça le cœur du sujet. Ensuite, troisième point, le manque de visibilité. Donc, tu l'as dit, Microsoft dispose de centaines de lobbyistes à tous les niveaux en Europe, en France, dans les entreprises, avec des porosités aussi et des allers-retours entre l'administration, les grandes entreprises et Microsoft. Nous, PME françaises, évidemment, on ne joue pas dans la même cour. Il y a des dispositifs comme France 2030 qui nous aident. Et là, vraiment, je tiens aussi à saluer le rôle de l'État, parce qu'il faut aussi savoir reconnaître quand les choses sont bien faites. Si ce consortium Hexagone a pu se faire, c'est aussi parce que la DGE et BPI France, à un moment, ont mis de l'argent pour regrouper et permettre aux acteurs de se regrouper et travailler ensemble en France. Mais ça, c'est une aide de départ. Ce n'est pas de la commande publique. Et le lien aujourd'hui entre l'innovation et la commande publique, et là, Maître Bidot, vous l'avez rappelé, il est cassé. On finance la R&D, mais on ne garantit pas l'accès au marché. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On subventionne des solutions qui restent dans les cartons. Et parfois, les cartons, ils traversent l'Atlantique. Et ils sont ouverts de l'autre côté. Alors, face à ces freins, on pourrait se décourager. Ce n'est pas le but de mon intervention. Et je suis aujourd'hui devant vous quand même plein d'espoir. Espoir parce que l'écosystème est là. On a des briques, on a des compétences et on a la volonté. Ce qui nous manque encore certainement, je le pense, c'est une intégration plus forte entre nous. Je parle des industriels. Et une dynamique industrielle qui soit soutenue vraiment dans la durée. J'ai aussi un espoir parce que le vent commence à tourner. Depuis l'arrivée de l'administration Trump 2, les crises géopolitiques récentes, il y a une prise de conscience chez les décideurs de ces enjeux de souveraineté. Enjeux qui ont longtemps été cantonnés à quelques experts, quelques pionniers, parfois quelques personnes prises pour des rêveurs sur les dernières années. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si forcément, c'est une nouvelle un peu douloureuse parfois. Mais on doit aller plus loin. Et du coup, on doit se mobiliser. Donc si la commande publique joue son rôle, on peut gagner cette bataille technologique pour les 50 prochaines années. Et je parle vraiment des 50 prochaines années, pas des 10 prochaines années. Et l'histoire nous le montre. En 1945, en France, on n'avait pas la bombe atomique. Les États-Unis, ils l'avaient. 15 ans plus tard, on l'avait. Grâce à une décision politique forte, création du CEA, voilà, je ne refais pas l'histoire. Posez-vous peut-être la question aujourd'hui, quelle serait la place de l'Europe et de la France dans la crise actuelle si on n'avait pas la dissuasion nucléaire? Donc aujourd'hui, sur les GAFAM, allez, on a entre 5 et 10 ans de retard. On va pas... Voilà. Mais avec une commande publique mobilisée et une volonté politique claire, on peut combler cet écart. Et même, je pense, repasser devant. Pour finir, parce que je ne veux pas non plus être trop long, je voudrais vous soumettre quelques propositions très concrètes qui sont en lien avec la commande publique et qu'on pourra discuter après dans la phase de questions. Et qui sont vraiment issues du terrain. Première proposition, c'est d'avoir déjà une position politique claire et assumée. Il faut affirmer publiquement que l'achat de solutions numériques françaises, européennes est une priorité nationale. Ce message doit irriguer à la fois les décideurs publics, les élus, et vous êtes une maison d'élus, donc vous avez votre rôle à jouer, les grandes ESN et les prestataires de proximité qui déploient ces solutions. En relais de filière, peut-être demander aussi au Conseil national des achats, qui a priori, je ne connais pas particulièrement, mais a priori met en lien plus de 20 000 acheteurs privés et publics, aurait certainement aussi un rôle à jouer dans ce relais-là. Deuxième proposition, activer des dispositifs d'incitation financière pour les collectivités, et de manière simple. J'en ai une, petite, très concrète. Pourquoi pas rendre éligible au FCTVA l'achat de solutions SaaS souveraines? Alors, il y a aussi toute une partie de closiers qu'on pourrait mettre sur étagère pour faciliter, j'emploie le mot aussi, la discrimination pour les solutions numériques souveraines à utiliser dans les appels d'offres publics et à disposition de la commande publique. Soit des critères de souveraineté, SecNum Cloud, immunité aux droits extraterritorial, critères d'emploi locaux. Voilà, je pense qu'il y a toute une série qui peut être peut-être encore plus poussée. Et puis, ça, c'est sorti de mes équipes et je trouvais ça très intéressant. Pourquoi pas au niveau européen, puisque vous posiez cette question-là, proposer
en fait des formules d'appel d'offres à 2 tours. Un tour qui est réservé aux solutions souveraines européennes, et si on ne trouve pas sur le marché des solutions souveraines européennes, on fait un 2e tour et on élargit. Et peut-être que sur certains secteurs, comme le numérique, ça peut avoir un sens. Je crois que c'est ce que font les Américains, il me semble. Ensuite, sur l'UGAP, parce que l'UGAP est pas mal revenu aussi dans vos échanges. L'UGAP, c'est très utilisé par la commande publique, et c'est un marché qui a aussi ses avantages. En revanche, on est complètement noyé dans ces marchés. Il y a énormément de solutions. Je pense que si l'UGAP structurait un marché à l'intérieur qui soit réservé aux solutions souveraines numériques, ça pourrait apporter de la clarté et de la visibilité. Enfin, il y a quand même aussi, et ça a bien été expliqué par Maître Bidault, il y a aussi une réticence au changement et elle est bien compréhensible. Du coup, on a parfois des acteurs, notamment les plus petits, qui sont pris dans l'étau. Ils doivent prendre une décision de bascule sous 6 mois, 4 mois, et finalement, le réflexe et la simplicité, c'est de renouveler avec Microsoft. D'accord ? Et ça, il faut les comprendre. Il faut aussi comprendre que c'est anxiogène et que ça se prépare. Pourquoi pas inventer, ou amorcer une dynamique pour permettre des appels d'offres avec des bascules à 2 ou 3 ans, pour préparer le changement, rassurer sur la technologie et aussi donner de la visibilité aux industriels sur la commande. Enfin, il y a aussi un facteur culturel très fort, et je crois que Madame la sénatrice, vous l'aviez mentionné dans d'autres auditions. Dès le plus jeune âge, il faut qu'on éduque les jeunes à d'autres outils que les GAFAM. Ce qu'ils ont réussi, c'est une forme de dépendance culturelle. Et ça, il y a seule une politique publique forte qui permet de la combattre. Et on voit encore trop d'universités qui ne proposent rien à leurs étudiants, et Microsoft qui propose ces solutions gratuites. Voilà. Dernier point, après je promis je m'arrête. Pareil, elle m'a été remontée par quelqu'un de mon équipe. Il y a une note de la DGCL qui date de 2016, du 5 avril 2016 exactement. Cette note indique, et c'est très intéressant, que toute donnée produite par un acteur, une collectivité, pour faire simple, a en fait un statut d'archive nationale et donc à ce titre de trésor national. Comme trésor national, elle ne peut pas quitter le territoire. Or aujourd'hui, on joue sur cette ambiguïté de l'hébergement dans un data center en France pour dire que si j'héberge mes données sur Microsoft Azure ou chez Google, comme les data centers sont physiquement en France, je suis conforme à cette réglementation. Or là aussi, pour moi, c'est un masque juridique, parce que quand on est soumis aux lois d'extraterritorialité, on ne peut pas garantir que les données ne quittent pas le territoire national. Donc rien qu'en précisant ou en reprenant cette note, on envoie un signal fort aux collectivités de leur dire maintenant, il faut choisir des acteurs souverains pour l'hébergement de vos données. Voilà, en conclusion, le numérique, c'est un choix politique. Ce n'est pas une fatalité technologique. Ce n'est pas une affaire de confort. C'est une question de souveraineté, de liberté, d'emploi et d'indépendance. On a les moyens de créer un numérique français sûr, performant et compétitif. Ce qui nous manque, c'est ni le talent, ni la technologie, ni l'envie, c'est du passage à l'acte, du passage à la commande. Alors faisons-le ensemble et faisons-le maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Balladur. Merci à tous les trois pour vos propos liminaires, très clairs, très instructifs. Je me tourne maintenant vers mes collègues. Madame Morin-Desailly. Merci à chacun d'entre vous d'avoir expliqué extrêmement clairement que, en définitive, la commande publique aujourd'hui, elle n'est pas du tout faite pour accompagner l'innovation et s'inscrire aussi dans une logique très politique et très stratégique sur des enjeux clairement définis par la nation. Vous l'avez très bien évoqué. Donc là, la question aussi, c'est comment la commande publique peut servir finalement des objectifs politiques extrêmement forts et qui, comment dirais-je, assurent aussi la sécurité de la nation.
Voilà. Vous avez, chacun d'entre vous, évoqué à votre manière les enjeux autour de la formation, l'absence d'acculturation. Que pensez-vous de l'idée qui avait d'ailleurs été émise dès 2016 par la CNIL, qui est de faire une année particulière, une grande cause nationale autour de ce sujet de l'éducation et de la formation, avec mon collègue Olivier Cady qui présidait la commission spéciale visant à transposer Nice 2 et moi-même Sren. On a justement tous les deux émis cette idée qu'il faudrait vraiment qu'on puisse inscrire ça dans un temps phare et pour lequel chacun se mobilise. C'est à tous les niveaux, hein, et ça commence par nos administrations, en effet. Donc, que pensez-vous de cette idée qui a besoin d'être appropriée par tous? Nous étions avec Michel Canevet, membre de cette commission aussi, hein, Michel spécial. Et ce que nous avons mesuré, c'est qu'il y allait avoir aussi beaucoup d'opportunités de commande publique avec l'application de Nice 2. Puisque maintenant les entités, je ne vous apprends rien, les entreprises et les collectivités de plus de 30 000 habitants vont être soumis à un certain nombre d'obligations, donc vont devoir trouver des solutions, avoir recours à des prestataires extérieurs, donc en faire un moment aussi opportun pour nos entreprises de trouver là des commandes et une façon de se développer. Et là, on a besoin de formation. Donc, quelle est votre réflexion sur ce sujet? Est-ce que vous avez identifié cette étape importante qui va se mettre en place dès que la loi, en fait, sera la directive sera définitivement transposée? Voilà les deux premières questions. Merci, Monsieur Canevet et Monsieur Salmon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier aussi nos intervenants pour la façon très pratique dont ils ont exposé les choses et notamment les solutions que vous préconisez qui sont particulièrement intéressantes. Pour ma part, je n'avais pas connaissance, pourtant j'ai présidé une collectivité qui avait recours à interstice, mais c'était déjà il y a quelques années, mais je n'avais pas connaissance de la capacité à pouvoir proposer une alternative à Microsoft, et je pense qu'il y a besoin de vulgariser cela pour faire connaître les choses. Comment voyez-vous les choses à cet égard? Vous avez également évoqué l'UGAP. Comment se passent les relations avec l'UGAP? Parce que c'est vrai que c'est un intermédiaire intéressant pour lever les contraintes de procédures administratives liées au marché public. Est-ce que vous sentez quand même un regard attentif de la part de l'UGAP ou faut-il que l'on sonne un peu les choses pour que l'UGAP soit beaucoup plus attentif aux propositions faites par les entreprises nationales, les entreprises de France, pardon. Comme Catherine Morin-Desailly l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, nous avons examiné le projet de cybersécurité, le projet de loi de transcription des directives européennes sur la cybersécurité et la résilience, qui devrait normalement poursuivre son parcours à l'Assemblée nationale. Notre souci est effectivement d'être sûr que les acheteurs ne soient pas contraints de se retourner vers des solutions étrangères compte tenu de la brièveté des délais de mise en œuvre. Et donc, nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un peu de temps de façon à ce qu'effectivement les acteurs français puissent se préparer sur le sujet et que les collectivités et que l'ensemble des acteurs ne soient pas conduits justement à recourir à des prestataires étrangers. Maître, vous avez, si j'ai bien compris votre propos, en fait, il y a normalement dans le Code de la commande publique aujourd'hui à peu près tout ce qu'il faut pour permettre de répondre à toutes les situations. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'il y a quand même des possibilités d'amélioration autres que celles que vous avez évoquées tout à l'heure? Merci. Monsieur Salmon. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aussi pour vos exposés. Je pourrais redire ce qu'a dit mon collègue Canevet. C'est très clair, c'est dynamique, ça donne envie. Et je pense que voilà, on devrait s'en inspirer. Par contre, deux questions. J'en ai une où vous dites clairement qu'on n'a pas du tout à pâlir du niveau où on est en France, qu'on a des solutions qui sont du même niveau que Microsoft, mais en même temps, vous avez dit qu'on avait 5 à 10 ans de retard. Donc voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous allez pouvoir expliquer exactement ce que l'on a comme
comme retard et comment est-ce qu'on peut le rattraper et comment on peut le vendre surtout. Parce que si on dit voilà, qu'on est au même niveau, mais que, enfin, pas tout à fait, je pense qu'il y a quelque chose du niveau culturel, psychologique qu'il va falloir surmonter. Et ça rejoint ma deuxième question. C'est vrai qu'on est en déficit sur tout ce qui est numérique. On a intériorisé une infériorité en France, complètement. C'est un petit peu comme on l'a eu pour les films pendant longtemps. C'était Hollywood, et bien aujourd'hui c'est Microsoft. Et on a un mal de chien à sortir de cela. Vous l'avez dit, madame, vous avez pris un nom à consonance anglo-saxonne parce que sinon on n'est pas pris au sérieux. Comment est-ce que l'on sort de cette vision où voilà, le français, dans ce domaine-là, ou même l'européen d'une manière générale, n'est pas à la hauteur, quoi. Moi, je veux bien démarrer, si vous voulez bien. Merci. Vous souhaitez débuter? Ouais, je veux Madame bien. Hertel. Okay. Et en fait, je vais faire un ping-pong sur l'ensemble des questions. Moi, je crois énormément en la valeur humaine. Former ou acculturer et ou en faire une cause publique, ce serait extraordinaire. Ce serait quand même sacrément déclarer une guerre. Parce que de l'autre côté, les acteurs internationaux ont beaucoup, beaucoup plus de moyens que nous pour aller faire du lobbying, être présents absolument partout. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très, très longtemps, d'être une table ronde avec des gens d'Amazon. Enfin, c'est extraordinaire, hein, ça donne envie. Hein. C'est que quand vous arrivez à faire une entrée dans une commission une fois de temps en temps, eux, c'est à peu près tous les jours, à peu près partout. Donc, former, bien évidemment, qu'il faut surtout acculturer sur le fait que quand on te dit que tes datas, et je reprends un des propos de Thomas, mais quand on te dit que dans tes datas, elles sont hébergées, alors même pas en France, en Europe, parce que l'obligation, c'est l'Europe. Attention, c'est pas la France. Et qu'on te dit, mais elles sont hébergées, et qu'en fait, ça suffit, parce que ça a juste coché la case, c'est là-dessus qu'il faut qu'on forme. C'est d'expliquer que c'est là-dessus que ça ne suffit pas. Et que c'est là-dessus que, non, et je reviens sur Follow the Sun, c'est que c'est peut-être hébergé en Europe, mais que les gens qui accèdent au système, ils ne sont pas en Europe. Parce que c'est jamais cette question-là qu'on pose. La question qu'on pose, c'est bien hébergé en Europe? Ben oui. Ah, alors moi j'ai un cas, et alors vous parlez de Microsoft, je suis un peu embêtée, parce que vous êtes très, dans l'approche, très B2C, c'est-à-dire on est très bureautique. Moi j'ai dit des solutions de signature électronique, par exemple, mon concurrent, c'est pas Microsoft, c'est DocuSign. Mais DocuSign, partout. Dans la commande publique comme dans la commande privée. Et là, les data centers, ils ne sont pas comme Microsoft qui donnent un peu patte blanche, ou comme AWS ou comme GPC, qui ont quand même une culture de l'hébergement où ils apportent quand même des sécurités, même s'ils sont d'une souveraineté extérieure. Quand on est... ça n'est pas que Microsoft, en fait. Ce sont tous les outils que l'on déploie. La signature électronique, la vérification d'identité, l'archivage à valeur probatoire, les systèmes quels qu'ils soient. Parce que dans la commande publique, on n'est pas juste sur la bureautique ou sur Teams. On est bien sur, tu évoquais tout à l'heure le DGCL de 2016, dans lequel, lorsqu'on fait de l'archivage électronique, on doit potentiellement aller déverser, on fait ce qu'on appelle le SIAF, on déverse vers les archives publiques. Eh bien, là, on est vraiment aussi attaqué par des acteurs étrangers qui viennent déposer localement des systèmes qui sont des systèmes de souveraineté internationale. Donc, on est vraiment... C'est pour ça qu'il y a cette notion de... Avant de former, c'est surtout d'acculturer, d'expliquer, de savoir poser les bonnes questions. Et dans ces questions, de ne pas avoir peur de se les poser vraiment. C'est-à-dire, je réinsiste, je boucle sur ce point, mais parce qu'il est vraiment révélateur. Moi-même, chez moi, je l'ai. C'est-à-dire, on a déployé Teams, et tout le monde met des fichiers partagés. Je ne sais pas si vous utilisez Teams, mais vous mettez des fichiers partagés et tout le monde y a accès. C'est super pratique. Franchement, au quotidien, c'est génial. Ouais, mais ils sont partagés sur Teams, en fait. Donc, la notion de, avant même de former, c'est d'acculturer, expliquer et savoir se poser les bonnes questions. Je pense qu'on adorerait que l'État français soit fort pour dire « maintenant, ça suffit, c'est comme ça que ça va se passer ». Mais même pas 10 secondes, on y croit en réalité. Parce que la vérité, c'est que les acteurs internationaux sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus fortement implantés, et que donc, c'est en posant les bonnes questions qu'on va pouvoir se protéger. J'ai du mal, j'adorerais, hein, mais
objectivement, ça fait à peu près 25 ans que je fais du marché public. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu du IBM déployé de partout. Maintenant, c'est du Microsoft. Demain, ce sera autre chose. Par contre, acculturer, oui, j'y crois beaucoup. À savoir poser les bonnes questions, à donner un guide et s'interroger. Par contre, on n'a absolument pas à rougir de nos solutions et on a des solutions qui sont juste extraordinaires. Au quotidien, moi, je croise des compétiteurs qui proposent des solutions qui m'agacent des fois, mais en tout cas qu'on le mérite d'être innovantes et d'être fortes. Et un des points, c'est que on parle de nos solutions, mais il faut qu'on parle de nos jeunes aussi, de notre capacité à fournir du développeur aujourd'hui sur le marché, reconnu de manière internationale comme très très bon. D'ailleurs, si les autres viennent dans notre territoire pour investir, c'est qu'ils ne sont pas fous, ils savent que chez nous, on a des très très bons développeurs, de très très bons ingénieurs, et qu'on forme très très bien. Un des éléments, c'est de ne pas les laisser partir, de réussir à être attractifs. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de nos étudiants partent faire leurs études à l'étranger, parce que le système universitaire ou le système de formation est compliqué en France dorénavant, et qu'ils trouvent des alternatives à l'international et n'ont pas envie de revenir. Et nous, au quotidien, on peine à recruter, on peine à faire venir les gens chez nous. Et donc, dans cette formation, et pourquoi je parle de ça, c'est qu'il faut former la commande publique, mais il faut aussi qu'on arrive à garder nos talents, parce que nos talents français, ils sont super bons. Et je pense que ça fait partie de cet élément-là. Et ce capital humain, et je complète les propos de Thomas, c'est on n'a pas à rougir de ce que l'on fournit. Quand on dit on a 10 ans de retard, c'est les moyens d'investissement que nous n'avons pas. Aujourd'hui, dans mon périmètre, sur les collaborateurs, je pèse 14 millions d'euros d'investissement de recherche et de développement. Pour une société qui fait un demi-milliard. C'est rien. Mais parce que les investisseurs demandent à sortir plus de bénéfices, parce que je ne vais pas chercher de financement à l'extérieur. On autofinance. Mais ce que l'on développe est extraordinaire. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas mettre plus. Parce que ça coûte, en fait. Ce n'est pas le coût du travail qui coûte. C'est le coût de respecter toutes les normes, puis de construire des logiciels, d'aller travailler sur de l'innovation. Et puis, on a des briques d'innovation qu'on n'a pas aujourd'hui sur le marché français. Je reviens sur l'IA. Vous n'en parlez pas. Pourtant, c'est le sujet aujourd'hui sur lequel l'ensemble des acteurs sont des acteurs internationaux. Et Mistral, qui était le super moteur français, européen, a des capitaux aujourd'hui tellement internationaux et tellement étrangers, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est encore une société française. Allez-y, je vais m'arrêter. Oui, Madame Morin-Desailly, après, j'aimerais bien qu'on puisse entendre M. Balladur et M. Et un dernier point. On est très conscient de l'essor de l'IA et de Mistral. Okay. On a posé les questions qu'il fallait au gouvernement sur ces sujets. Rassurez-vous. Et le dernier point aujourd'hui, c'est sur l'UGAP. Nous, on a beaucoup de marchés avec l'UGAP. En fait, on ne travaille pas avec l'UGAP en direct. Je passe pour vous, mais nous, l'UGAP, c'est SCC, c'est SMLB. C'est des sociétés, en fait, qui sont derrière et qui marchent sur nous et qui marchent de manière très forte. Et le point à date, c'est que c'est super, mais je trouve que côté collectivité, ils payent beaucoup plus cher que ce qu'ils pourraient acheter en direct. Donc c'est génial, l'UGAP, parce qu'effectivement, on évite la partie des marchés publics, mais on a un impact financier de marge sur marge, qui lui serait, je pense, à retravailler. Merci. Monsieur Balladur. Oui. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes questions. Alors, sur une journée nationale ou une mobilisation sur... vous pouvez y aller. En faire une cause nationale, ça sera extraordinaire. Faire une mobilisation sur la manière dont les jeunes doivent se saisir du numérique en y introduisant une contrainte souveraine, je pense que c'est une idée qu'il faut poursuivre et pousser. Parce qu'il y a le temps court, celui de la commande, et il y a le temps long, celui de la culture. Et vous l'avez noté, on est dans un contexte d'infériorité, de surmoi d'infériorité culturelle par rapport aux Américains. Je pense qu'il faut changer et qui sera certainement le combat le plus difficile. Parce que c'est là-dedans, c'est dans toutes nos applications du quotidien. Voilà. Qui n'a pas sa conversation sur WhatsApp Family? Voilà. Je pense que c'est un peu ça le sujet.
Donc effectivement, complètement pour une mobilisation au plus haut niveau, à tous les niveaux, si possible. Sur Nice 2, je partage vraiment du coup les inquiétudes sur le fait, parce que nous, évidemment, on se sert de Nice 2 pour aussi aller voir les collectivités en leur disant attention, c'est un sujet qui arrive. Donc déjà, c'est un sujet qui, tant qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas vraiment là. Voilà, il y a quand même aussi ça. Mais il va arriver. Voilà, comme en plus, voilà, et comme en plus il a été retardé, bon bref, et qu'on ne connaissait pas les seuils jusqu'à récemment, ça infuse doucement. Je pense qu'il y a un point de vigilance sur Nice 2, c'est que derrière la cybersécurité, effectivement, on oublie la souveraineté. On se voit que sur des mesures techniques, cyber, sur lesquelles les Américains sont excellents. Voilà. Donc voilà, je pense que là, il y a un point d'attention particulier. Sur la manière de vulgariser le sujet, eh ben donc j'ai en face de moi un ancien ou un client. Effectivement, c'est un vrai sujet de porter le discours, de porter aussi dans les plus hautes sphères une influence sur le fait que des solutions existent, que ça soit repris par la presse, que ça soit repris dans les... Nous, on essaye de faire beaucoup de presse locale, de faire beaucoup d'événements locaux pour que ça infuse aussi dans les territoires. Et puis après, je dirais c'est un petit peu notre boulot aussi d'aller convertir les différents acteurs. Maintenant, tout coup de pouce dans le bon sens est bon à prendre. Sur l'UGAP, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Emmanuel. Donc à l'UGAP, c'est bien simple, il y a les petits, donc soit on est petit, soit on est moyen, soit on est grand. Si on est petit, l'UGAP, on ne le voit jamais. Donc effectivement, il y a l'UGAP, derrière il y a une société qui est grossiste qui s'appelle SCC, qui a lui-même un sous-traitant qui s'appelle SMLB, et donc on travaille avec SMLB. L'UGAP, on les croise, mais vraiment jamais. Quand on est moyen comme nous, ouf, on a passé un stade, on travaille directement avec SCC. Donc c'est un petit peu mieux. Ouais, voilà. Donc, mais clairement, aujourd'hui, nous, pour atteindre vraiment les décideurs de l'UGAP, les animateurs des marchés UGAP, on n'a pas la bonne porte. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que je proposais une des pistes de réflexion de se dire, est-ce que l'UGAP, comment ça fonctionne? En fait, il y a plein de marchés. Il y a un marché pour les camions-pompiers, il y a un marché pour les solutions, et puis il y a le marché multi-éditeur. Donc le marché multi-éditeur, là, c'est le grand fourre-tout. Ça serait bien d'avoir peut-être un marché sur les solutions souveraines, où là, on aurait quelque chose d'un peu plus visible pour les acheteurs publics. Sur l'équivalence fonctionnelle et les années de retard. Donc, plusieurs niveaux de réponse. Déjà, je partage ce qui a été dit. On a des années de retard sur les moyens dont on dispose pour développer ces solutions et les diffuser massivement. Et ça rejoint l'enjeu culturel, parce que on peut être très bon techniquement, mais ça peut rester dans notre garage ou dans quelques collectivités. Il y a aussi des coûts marketing qui sont importants. Et aujourd'hui, nous, on a les financements pour faire de la R&D, ce qui est logique, hein, on ne va pas mettre de l'argent public pour dépenser des dépenses marketing, mais il faut que nous, on aille chercher des financements privés, et on n'a pas aujourd'hui l'écosystème financier américain pour nous soutenir. Donc la commande, c'est bien, parce que ça finance aussi, c'est même mieux, ça finance des projets et ça permettra de rattraper le retard. Ensuite, si je descends un peu plus dans le produit même, on a une équivalence fonctionnelle, c'est-à-dire que la promesse sur avoir une messagerie performante, sur gérer les documents, éditer des documents, les partager, les coéditer, gérer des droits, s'attribuer des tâches, faire une visio à plusieurs, à 50, à 100, ça on le tient, d'accord? Il y a parfois des petites fonctionnalités qu'on n'a pas, des choses qui sont utilisées par 3, 4, 5% du périmètre. Mais c'est pas grave, ça s'appelle un outil métier. S'il y a 2% de la population, des agents qui ont besoin de cette fonctionnalité, ça devient un outil métier, vous prenez une licence Microsoft pour ces 4 personnes. Le reste, il fonctionne sur une base souveraine. Et puis, comment le vendre? C'est très intéressant. Comment vendre pour rattraper ce retard? Déjà, moi, j'ai un argument que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est qu'on arrive à être moins cher. Ça, c'est déjà un bon argument. C'est déjà pas mal. Ah, pardon?
c'était pas gagné, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que, parce que je partage sur le coût des structures et de développer en France, ça a un coût. Mais ça veut surtout dire que les solutions américaines sont très chères. C'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, je pense qu'on peut à terme, si vous voulez, si vous investissez maintenant, vous aurez des retours sur investissement sur le fait que vous aurez des prix, pas garantis, mais des prix avec des acteurs avec qui vous pouvez négocier. Là, Microsoft, c'est 2 fois 30% d'augmentation de ses prix sur les 2 dernières années de manière unilatérale. Voilà. Donc je pense que ça, c'est le bon argument pour vendre un soutien à cet investissement-là. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci. Merci. Maître Bidault. Oui, merci. Pour répondre sur les différentes questions, on va dire juridico-juridiques, tout d'abord sur les outils au Code de la commande publique, moi j'ai le sentiment dans la pratique que les outils existent. C'est ensuite, mais ça rejoint les sujets du numérique, c'est ensuite un sujet d'acculturation, de formation, de compréhension de ces outils. Pendant un certain nombre d'années, le marché innovant, si vous voulez, dans un premier temps, le marché innovant était temporaire. C'était une période expérimentale de 3 ans. Et après, il a été concrétisé dans le Code de la commande publique. Alors, malheureusement, il y a eu le Covid entre les deux, donc les acheteurs n'y ont pas eu forcément recours. Mais quand Bercy, enfin l'Observatoire économique de la commande publique, a fait des études pour savoir pourquoi ce dispositif n'avait pas fonctionné, remontait, je crois, dans les première position, le fait que les acheteurs manquaient de formation sur ce qu'était l'innovation. Donc ça rejoint un petit peu une autre question sur la question de la formation, de l'acculturation. Je pense qu'on a déjà des outils. Le Code de la commande publique est déjà très dense. Et il est sous-utilisé sur certains outils qui, par la formation, par les rencontres, par les retours d'expérience, par les publications, par la doctrine, permet de vulgariser ces dispositifs qui existent. Donc je crois vraiment beaucoup à ce travail un peu d'acculturation, de formation, auquel à notre modeste échelle nous attelons également par justement des webinaires, des formations, des articles dans des revues sur le sujet. Donc à mon sens, les outils existent. Après, les pistes d'amélioration. En l'état, si on se pose la question de la souveraineté, et notamment au niveau européen, cette question, elle est à se poser d'abord dans le cadre de la révision des directives, puisque le Code de la commande publique n'est que la transposition du droit européen, et donc on ne pourra envisager quelque part une préférence européenne qu'au niveau d'abord européen pour ensuite la traduire dans notre code. Donc aujourd'hui, il y a quand même un principe, et d'ailleurs on est le seul, les États-Unis aujourd'hui, bon, ça a été largement abordé dans vos différentes auditions, font de la préférence nationale, ils ne se retranchent pas comme le peut faire la France, par exemple, derrière les accords de l'OMC. En préparant cette audition, je retombais sur une réponse du ministère de l'économie à une question parlementaire d'il y a 2022 ou 2023, où justement un parlementaire, je me souviens plus si c'était un sénateur ou un député, interrogeait le gouvernement sur comment favoriser des solutions souveraines. Et la réponse du gouvernement, c'est de dire, aujourd'hui en fait, il y a un principe de non-discrimination au niveau européen, et il y a les accords de l'OMC qui nous empêchent de favoriser un opérateur européen. Donc avançons au niveau européen pour modifier ça. Dernier point d'amélioration outre les dispositifs, sur la cybersécurité. Toujours en préparant cette audition, il y a eu à l'occasion d'un projet de loi en 2020 du Sénat, une proposition de loi pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public, avait été proposé, c'était l'article 2 de ce projet de loi, d'introduire dans le Code de la commande publique, aux articles qui imposent à l'acheteur de définir son besoin en rapport notamment avec des exigences en matière de développement durable, des impératifs de cybersécurité. Le gouvernement, par amendement, avait supprimé cet article pour 2 motifs. Le fait que finalement on incluait de la cybersécurité pour tous les marchés indépendamment de leur objet, et le fait que les acheteurs publics, on venait quelque part alourdir leurs tâches. C'est-à-dire que quelque part on les obligeait à prendre en compte des impératifs de cybersécurité sans que les moyens suivent. Moi je pense qu'une des pistes aujourd'hui, ce serait pourquoi pas de réintroduire cet impératif dans le Code de la commande publique, à l'occasion notamment de la transposition de la directive Nice 2, puisque la charge elle va exister pour les acheteurs publics. Au Code de la commande publique, il existe plein de dispositions spécifiques à certains marchés. Par exemple, pour des marchés qui portent sur des pneus,
vous avez une obligation de réemploi. Pour des marchés sur des constructions temporaires, vous avez des dispositions là aussi sur de l'incitation au réemploi. On pourrait très bien imaginer une disposition spécifique pour des marchés informatiques au sens large, où on demande aux acheteurs dans ce cadre-là, comme ils peuvent être amenés à tenir compte des enjeux, par exemple du réemploi ou de l'économie circulaire, de prendre en compte ces impératifs de cybersécurité. Je ne suis pas certain que la montée en charge soit si conséquente quand on sait que de toute façon elle va être de toute façon là à cause ou grâce à NIS 2. Merci. Alors pour ma part, je souhaitais revenir sur quelques points. Tout d'abord, on est quand même nombreux à considérer au sein de cette commission, et vous le rappeliez, d'ailleurs, Monsieur Balladur, on en a pris connaissance dans un article assez récent et qui est paru dans un journal de la presse quotidienne régionale daté de mai 2025, qu'en effet, il y a les données que l'on qualifie, que certains qualifient de sensibles, et les autres qui, en réalité, le sont de notre point de vue au moins tout autant. Parce que l'espionnage de l'intelligence économique peut être tout à fait réalisé. On a eu l'occasion de le dire en échangeant avec des représentants d'établissements d'enseignement supérieur, où ce qui est qualifié de données, par exemple, administratives, peut être absolument décisif pour des puissances étrangères. Et donc la nécessité d'avoir une approche globale sur la protection des données publiques et une protection systématique. Et sur l'acculturation, moi je rejoins ce que vous disiez, Madame Ertl, et alors vous émettiez quelques réserves sur le cadre qui pourrait être fixé par l'État, mais je crois pouvoir dire, en me tournant vers mes collègues, que nous sommes là aussi nombreux à considérer que l'État a un devoir d'exemplarité et qu'il peut là aussi tracer un sillage. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé du jour au lendemain, mais il doit, dans ses propres pratiques, être à la hauteur des enjeux que nous pouvons partager en matière de cybersécurité, en matière de souveraineté. Et vous sembliez regretter l'approche, je reprends B2C, en tout cas la relation entre l'entreprise et le consommateur final. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, ce sujet, notamment de la bureautique, on a souhaité l'investir, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité aussi vous auditionner, Monsieur Balladur, parce que c'est, on le voit bien, très souvent la porte d'entrée utilisée par ces GAFAM pour ensuite aller sur le terrain de l'hébergement des données. Et d'ailleurs, on le voit bien, le sujet de la migration, on a aujourd'hui un certain nombre d'établissements publics qui étaient chez Microsoft, mais la suite classique, sans hébergement de données, et qui disent « oui, alors on a fait légèrement évoluer l'offre, et oui, maintenant on a de l'hébergement de données ». Et en fait, Microsoft utilise ce canal-là pour élargir son offre, évidemment, avec une offre généralement d'entrée de service. On avait d'ailleurs le rappel hier où les licences étudiantes gratuites, ou en tout cas à des prix préférentiels, ça rentre évidemment dans l'équation économique. Et c'est de ce point de vue-là, on a eu les échanges aussi avec OVH lors de notre déplacement dans le Nord. OVH nous disait que, à la condition, évidemment, alors on n'avait pas parlé d'Hexagone, mais que la commande publique joue le jeu à l'échelle française, européenne, nous avions tout à fait la possibilité de déployer des alternatives. Donc moi, ce que je souhaitais voir avec vous, parce que dans ce même article, Monsieur Balladur, vous disiez, alors on ne va pas rentrer dans le détail qui relève du secret des affaires, mais que vous étiez a priori 30% moins cher que Microsoft. Là aussi, c'est une donnée quand même intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, sur une montée en charge, alors pour votre solution et peut-être d'autres, hein, parce que je précise ici pour les citoyens qui nous regarderaient, nous n'avons pas d'intérêt particulier, ni les uns ni les autres, dans votre société. Notre préoccupation, c'est évidemment de faire émerger des alternatives robustes qui soient de nature demain à être partagées, en particulier par les millions d'agents des fonctions publiques dans leur diversité, les objectifs de sécurité. Est-ce que ça, aujourd'hui, au-delà de la solution technique en tant que telle, la montée en charge est envisageable de votre point de vue pour votre solution et puis peut-être d'autres qui pourraient voir le jour?
Sur le cadre européen, vous en avez parlé, Maître Bidault, parce que nous sommes déplacés à Bruxelles le 12 mai dernier, mais au-delà de la préférence européenne qui semble commencer à dessiner une forme de consensus, alors qui est assez, pour l'instant, discuté malgré tout, parce que sur le périmètre, certains voudraient le limiter à des secteurs stratégiques, d'autres sont pour une approche beaucoup plus large. Qu'en est-il de façon plus opérationnelle, concrète, sur la révision de ces directives? Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, des axes au-delà de cette préférence européenne, des axes de travail encore plus opérationnels? Et puis moi, je souhaitais vous interroger, Monsieur Balladur comme Madame Hurtel, et peut-être aussi Maître Bidault, sur les relations avec les services de l'État, en particulier la DINUM, que nous avons auditionné ici. Qu'en est-il? Parce qu'on nous dit oui, mais on a des programmes, on fait de l'expérimentation, on soutient finalement, mais sur la phase vraiment émergence amont à coût de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros qui apparaissent nettement insuffisants au regard des freins aussi que vous avez souligné, Madame Hurtel. Qu'en est-il de ces relations avec les services qui peuvent être prescripteurs en termes de besoins, mais qui peuvent être aussi à la manœuvre pour développer parfois en interne des services de l'État des solutions qui peuvent présenter des avantages, mais aussi parfois des fragilités, parce qu'on voit bien qu'en termes de réactivité, d'actualisation, etc., c'est pas faire injure au service de l'État, mais peut-être qu'il y a un peu moins de compétences que dans l'écosystème strictement privé. Qu'en est-il? Et parfois des solutions qui peuvent en effet faire concurrence à des solutions que vous pourriez vous-même développer. Ça nous a été remonté par des opérateurs économiques. Et donc là, on a finalement les Français et les Européens qui se mettent en concurrence, mais pas dans le meilleur des schémas. Donc si vous pouviez nous en dire davantage. Voilà, je vous remercie. Je commence. Alors déjà sur la remarque que vous avez faite sur le périmètre des données sensibles, je pense effectivement qu'en fait il faudrait inverser la logique et se dire par défaut toute donnée, alors qu'est-ce qui est produite, on va dire, par une administration publique est sensible, à l'exception de celles qu'on déclassifierait comme vraiment non sensibles. Et je pense que ça permettrait de sortir du débat et de clarifier aussi le fait que ces données-là doivent échapper au droit américain. Sur la partie porte d'entrée bureautique pour Microsoft, ça c'est très vrai, et je pense que la mère des batailles, celle qu'il faut mener et par lequel la bureautique n'est qu'un vecteur, c'est le cloud en fait. C'est vraiment la puissance, le cloud, la capacité à développer des data centers qui soient opérés par des acteurs européens et français. Parce que derrière, effectivement, la facilité d'usage, c'est d'abord l'hébergement des données qui est visé par Microsoft, renforcé, qui avait sa stratégie propre, je pense, par rapport à des business models qui sont aussi plus récurrents, plus rémunérateurs que simplement la vente de licences. Le stockage, le service, la mise à disposition de la donnée en temps réel est beaucoup plus rémunérateur. Et ça me pose aucun problème, c'est ce qu'on fait aussi. En revanche, dans un contexte d'IA, là, je pense qu'il y a vraiment un drapeau rouge qui se lève, parce que ça devient une matière première pour entraîner des modèles qui nous échappent complètement et dont en fait les objectifs nous échappent aussi complètement. Sur le fait de pouvoir déployer des solutions à l'échelle, je vous réponds que c'est complètement possible. Et vous avez raison de souligner que Hexagone est un des consortiums qui propose des solutions collaboratives et bureautiques alternatives à Microsoft. Il y en a deux autres. Et je laisserai répondre sur le fait qu'ils passent à l'échelle. Nous, de notre côté, on a toujours on a suivi pour le coup le modèle américain sur la manière de déployer notre service. C'est-à-dire qu'il y a deux manières finalement de pouvoir déployer un service en SaaS. Soit vous refaites pour chacun de vos clients un environnement, soit vous faites un environnement global dans lequel
vous segmentez après les données de vos clients, mais vous permettez une collaboration élargie. C'est ce que propose Google, c'est ce que propose Microsoft. Voilà. Et nous, on est parti dès le départ sur ce préalable-là. Pourquoi ? C'est juste venu du terrain. On avait comme client des collectivités. Quand on est dans une mairie, parfois, on est aussi élu à l'intercommunalité. Et du coup, quand on a besoin d'accéder à des espaces de travail de l'intercommunalité et de la mairie, on ne va pas avoir deux environnements différents. Voilà. On peut accéder à ces environnements du même endroit. Et donc, oui, le passage à l'échelle, c'est possible. Et ça fera le lien avec la question sur la DINUM, parce que nous, on travaille vraiment de manière très proche avec la DINUM. On a déployé une marque blanche d'interstices qui s'appelle Resana et qui illustre la capacité à passer à l'échelle, puisque Resana, aujourd'hui, c'est 500 000 utilisateurs qui fonctionnent sur un environnement. Donc, si on peut faire 500 000, on peut faire à peu près n'importe quelle administration et on peut passer à l'échelle même sur des grands groupes français. Et donc, dernière question sur la relation et la perception qu'on a peut-être de la manière dont fonctionnent des acteurs prescripteurs comme la DINUM. Je pense qu'on est sorti, on va dire, d'une logique qui était de développer, il y a eu un moment dans les interventions, la mention de logiciels en logique duale, où on prenait un logiciel et puis on le spécialisait, de manière à répondre à des besoins de certaines administrations. Et puis à la fin, on ne savait plus qui pouvait le maintenir parce que c'était plus il respectait plus les standards des marchés, l'équipe qui maintenait le truc est partie et il n'y avait plus d'éditeur derrière. Donc ça, je pense que c'est un risque qui aujourd'hui n'est, de ce que j'en perçois, plus le prisme de la DINUM. Moi, ce que je perçois de la DINUM, c'est qu'ils essayent de créer des briques, on va dire des briques, presque des facilités, quoi, hein, une messagerie, une visio, voilà, pour que des acteurs de l'État puissent le déployer, mais aussi que des acteurs privés puissent réutiliser ces briques et construire des communautés autour de ces briques. Alors, moi, en tant qu'éditeur, j'ai quelques réserves sur cette manière de faire parce que ça nécessite... Je pense que je comprends le principe, mais on peut avoir quelques réserves parce que c'est un métier quand même d'être éditeur et après, il faut pouvoir maintenir dans la durée ou animer ces communautés dans la durée. Mais si ça fonctionne, il y a certaines communautés sur des briques open source qui arrivent à tenir dans la durée. Maintenant, servons-nous de ces briques-là, servons-nous de cette énergie-là pour améliorer nos solutions. Parce qu'il y a aussi des choses intéressantes qui sont faites par la DINUM. Et probablement qu'avec des moyens supplémentaires, la DINUM permettrait à l'écosystème d'aller encore plus loin. Voilà. C'est ma vision des choses aujourd'hui dans la relation avec la DINUM. Merci, Monsieur Balladur. Madame Hertel ? On va faire dans l'ordre, comme ça je finira. Alors nous, sur la DINUM, je rejoins ce que tu viens de dire, on n'a pas beaucoup de relations avec la DINUM et effectivement, parfois, vu plutôt comme un concurrent ou comme une approche où on a du mal à s'inscrire en fait dans la démarche. Après, nous, on a aussi un concurrent direct qui est une émanation de la Poste. Donc, parfois, c'est pas que simple dans la relation avec la DINUM. Donc, c'est pas nécessairement un échange ou une relation construite et où on arrive à pénétrer. Donc, je m'aventurerai pas trop sur le sujet de la DINUM, si vous le voulez bien. J'ai prêté serment au démarrage. Par contre, sur la notion de la donnée sensible, elle est effectivement fondamentale. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est sensible. Un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un âge. Je vais digresser légèrement, mais vous m'en excuserez. C'est quand on voit aujourd'hui des gens sur LinkedIn, par exemple, qui, de manière totalement naïve, disent « Voici le CV de mon enfant. Si vous pouviez trouver un boulot, ce serait super. Il y a un nom, il y a un prénom, il y a une adresse mail, il y a une date de naissance, il y a un numéro de portable. » Et en fait, quand on parle d'acculturation, on parle de ça. Au-delà bien même de la commande publique, c'est à quel moment on détermine qu'une donnée, en toute naïveté que l'on met quelque part, elle doit être ultra conservée. Je l'évoquais tout à l'heure, nous on a un éditeur depuis une 50aine d'années maintenant de solutions d'archivage électronique. Quand on veut dire que l'archivage et le stockage de la donnée, c'est clé, parce que c'est cœur dans notre relation avec nos clients. On a été très loin, nous on est hébergeur de données de santé, parce qu'on a des clients en banque, assurance, un banquier qui fait l'hébergement de données de santé parce qu'il a des dossiers de crédit. On n'est pas sur la commande publique, je l'entends, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'hypersensibilisation sur la data, aujourd'hui, on se rend compte que
humainement, les gens ne font pas attention aux datas qu'ils partagent. Combien de fois on entend « mais moi, si les gens ils me traquent, c'est pas grave », après tout. Et pourquoi je parle de ça, c'est que je reviens à la notion de formation et d'acculturation. C'est qu'il y a une notion indispensable d'aller protéger nos datas et de considérer qu'en réalité, elles sont toutes sensibles. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi est devenu sensible, parce que n'importe quelle information, unitairement, n'est pas intéressante. Mais dès qu'elle est globalisée, dès qu'elle est remise dans un contexte, elle a une valeur qui est énorme. Et donc, c'est extrêmement important d'arriver à nouveau à réexpliquer. Est-ce qu'on doit passer à ce que tu évoquais, c'est-à-dire tout est considéré comme sensible jusqu'à la preuve du contraire? On l'a vu, nous, sur l'archivage à valeur probatoire, par exemple, il y a une évolution de la norme qui nous encadre. Et on est vraiment dans de l'archivage de données sensibles, puisqu'on est sur la valeur probatoire, donc on doit pouvoir aller devant un juge qui déterminera que la preuve est probante. Et la norme a tellement évolué qu'on a des coûts de stockage qui ont été multipliés par 4. Plus personne n'a les moyens de se payer ces coûts de stockage. Dans les clouds qui sont opérés, qui sont les nôtres, eh bien, d'un coup, nos clients commencent, à commencer par la personne publique, à nous dire non, mais en fait, c'est trop cher. On va faire un peu marche arrière. Vous évoquiez le « oh, on a commencé à partir sur le cloud ». Ben, nous, on voit qu'en fait, la donnée sensible, elle recule parce qu'elle a un coût. Et donc, dans la commande publique, il faut qu'on arrive à accompagner ce coût. Parce que, alors je parle toujours d'argent, je suis désolée, je suis la seule femme autour de la table, je dois parler d'argent. Tout est ramené à l'économique en réalité, parce que même dans la commande publique, elle répond à un budget. On répond en ce moment à un appel d'offres. Et puis après, on a aussi des durées, des appels d'offres qui sont juste bêtes. On répond à un appel d'offres sur 12 ans pour une commande publique. 12 ans. À la vitesse à laquelle les technologies évoluent. En fait, ça n'a pas de sens. Il faut essayer d'expliquer aux gens que ça va être peut-être que 36 mois, ce serait bien. Et donc, il y a cette notion que la donnée, elle est sensible. Tout doit être sensible, mais attention à dans l'autre sens, ne pas recréer trop de coûts que personne ne pourra se payer et que donc, d'un coup, on fera demi-tour. Et puis, quand on parle de données sensibles, je reviens sur l'IA. Nous, on a fait des choix d'internaliser les moteurs d'IA pour le compte de nos clients, d'être en souveraineté totale. Alors, je disais tout à l'heure, on n'a pas été... Enfin, on a eu l'approbation de l'ANSSI, on a fait demi-tour sur le SNC parce que trop de coûts et pas de dossier. Mais on a une notion de souveraineté qui est extrêmement forte puisque c'est nous qui infogérons, exploitons, installons. En fait, on n'a pas de sous-traitance dans l'hébergement. Tout est opéré par mes équipes. Et notre volonté, ça a été d'internaliser les moteurs et de ne surtout rien faire sortir. Et je reconclurai avec mon acculturation, c'est aujourd'hui, on n'arrivera à acculturer que si on explique, mais à tout le monde. Quand on utilise à titre personnel le chat GPT pour envoyer des infos, fais-moi mon devoir, fais-moi mon discours, aide-moi, toutes ces données-là, elles partent. Et donc, dans cette notion d'acculturation ou d'apprentissage, c'est d'expliquer qu'en fait, ils ne sont pas si sympas que ça, tous ces gens qui utilisent vos datas. Et une des volontés dans la commande publique, et ça te fera un relais, sur le fait de dire que dans les marchés, il faut qu'on arrive à placer le fait que ce n'est pas que de la souveraineté réglementaire, c'est où sont les équipes pour exploiter, où sont les équipes pour traiter l'information, et s'assurer qu'en fait, sur cette partie-là, je suis capable de l'identifier. Moi, j'ai un grand regret, c'est qu'il n'y a pas le sénateur qui représente l'ECA. Moi, mes data centers sont là-bas. Je sais vous dire, je sais vous emmener dans mes data centers, je sais vous dire où sont vos datas, je sais vous dire comment elles sont exploitées, je sais vous présenter les équipes, elles sont à Bordeaux, je sais vous expliquer, au pire, les équipes, elles seront à Madrid, mais je sais identifier très précisément. Je mets au défi qui que ce soit d'aller visiter un data center Azure, qui vous dira, vos datas sont là. Parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Ce sera ma conclusion. Merci. Maître Bidot. Oui, rapidement sur le sujet des données. Moi, j'ai le sentiment que les acheteurs publics, parce que pour le coup, il y a eu un vrai accompagnement, une vraie culturation sur le sujet du RGPD, c'est quelque chose aujourd'hui qui est rentré, j'ai le sentiment quand même, dans les mœurs des acheteurs publics. En revanche, il y a toute la donnée qui n'est pas de la donnée personnelle. Et ça, et c'est là où le travail d'acculturation et de formation est nécessaire. Je pense que sur beaucoup de marchés, qu'ils soient numériques ou non, l'acheteur ne mesure pas l'intérêt de la donnée
Et on parle beaucoup des systèmes d'intelligence artificielle, mais on a tendance à dire que la donnée est le nouveau, l'essence ou le pétrole du XXIe siècle. Et je voulais, en bon juriste, je voulais rappeler 2 points importants quand même. C'est qu'aujourd'hui, dans les CCAG, qui sont les cahiers des clauses administratives qui accompagnent les marchés, il y a quand même 2 dispositions importantes. C'est que par définition, les données qui sont utilisées ou créées dans le cadre d'un marché sont confidentielles. Et par définition, ces données sont la propriété de l'acheteur. Et ça, c'est aussi des sujets sur lesquels l'acheteur n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'à l'issue du marché, par définition, l'acheteur, quand par exemple je n'importe quoi, il passe un marché par exemple pour la gestion d'une base de données associée avec des recherches, un mécanisme de recherche qui fonctionnerait avec l'intelligence artificielle, toutes les bases de données, tous les algorithmes sont sa propriété, puisque précisément c'est l'objet du marché et de sa commande. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nécessite une plus grande formation, une plus grande acculturation pour l'acheteur, d'être conscient de la valeur de ce qu'il achète en réalité. Non, il y avait... Ah ouais, pardon, il y avait le dernier point sur les directives européennes. Écoutez, comme ça, moi, outre les sujets d'innovation, où j'ai le sentiment quand même que le partenariat d'innovation, par exemple, a été prévu par le droit européen et le droit français, enfin, du moins les utilisateurs de la commande publique ne sont pas encore saisis pleinement. En revanche, si on parle on va dire, comment dirais-je, d'adapter la commande publique à des entreprises innovantes ou même des TPE, PME, il y a plein de mécanismes qui ne relèvent pas forcément du droit européen, qui pourraient être mobilisés. Je pense notamment aux avances, je pense aux délais de paiement, qui sont toujours des sujets pour des jeunes entreprises moi, je le vois dans ma pratique, on a des entreprises qui, pour la première fois, elles ont répondu à un marché public, elles sont titulaires du marché public et elles déchantent d'une certaine façon parce qu'elles s'aperçoivent que s'il y a des retards de paiement, elles ne peuvent pas interrompre l'exécution des prestations, qu'elles doivent livrer les prestations quand bien même l'acheteur public n'a pas livré en temps et en heure les éléments. Il y a vraiment, mais bon, on le comprend par le caractère d'intérêt général de tous ces contrats, il y a vraiment une inégalité quelque part des forces parfois entre l'administration au sens large et des petites entreprises, et c'est souvent le cas des entreprises innovantes, dans l'exécution de ces contrats. Je vous remercie. Alors, on a d'autres exemples d'asymétrie qui nous sont remontés par les pouvoirs publics, pouvoirs adjudicateurs. Donc, c'est l'une des difficultés, en tout cas, qui a bien été identifiée par cette commission et sur laquelle nous travaillons. Merci en tout cas à tous les trois, Monsieur Balladur, Madame Hertel et Maître Bidault, pour vos témoignages, vos éclairages. Ils nous ont été extrêmement précieux. Si d'aventure, dans les jours, les semaines qui nous séparent de la remise du rapport qui est prévue pour la toute fin du mois de juin, tout début du mois de juillet, vous souhaitiez nous apporter des compléments, n'hésitez pas à le faire. De notre côté, nous ne manquerons pas également de revenir vers vous sur des besoins particuliers d'éclairage ou de compléments qui auraient pu être identifiés. Encore une fois, merci au nom de la Commission.
première pour